Somnifère, le podcast. Dans la vie, toutes les réussites sont des échecs qui ont raté, écrit Romain Gary. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 23 novembre et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire de 5 frères qui ont tous une idée différente de la manière dont ils vont, selon l'expression, devenir quelqu'un et laisser une trace de leur passage sur Terre. Mais quel est le secret d'une vie réussie et comment sera jugé chacun d'entre eux aux portes du paradis? C'est un conte philosophique d'Hans Christian Andersen intitulé « Quelque chose ». Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Prenez quelques instants pour vous mettre à l'aise et lorsque vous êtes prêt, fermez les yeux. Je vous laisse un petit instant pour faire en sorte que votre corps soit complètement détendu, que vos muscles soient bien relâchés et que votre respiration devienne calme et régulière. Je vais vous demander à présent de projeter toute votre attention et votre concentration sur vos 2 pieds et d'être simplement curieux des sensations qui apparaissent. D'observer ce qui se passe avec curiosité. On va à présent porter toute notre attention sur nos genoux. En continuant d'être conscient de notre respiration et de l'air qu'on inspire et qu'on expire. On passe à présent aux hanches et on y porte toute notre attention, toute notre concentration. Avec curiosité, alors que notre ventre monte et descend à l'inspire et à l'expire. Puis on passe au dos, aux épaules et à la nuque, que l'on peut masser mentalement, tout doucement, avec douceur. Et on reste curieux également des sensations qui apparaissent. De la quiétude qui s'installe.
Puis on passe à notre visage, sur lequel on porte maintenant toute notre attention. Et qui se laisse aller à son tour à la détente, alors que notre respiration s'adoucit encore un peu plus. On porte enfin notre attention sur le sommet de notre tête. Sur le point qui se situe au milieu du cuir chevelu. En restant curieux de nos sensations et en étant encore un peu plus calme à chaque expire. On va prendre un instant à présent pour simplement apprécier notre état de relaxation, un peu comme si nous étions dans du coton, prêts à passer une nuit sereine et reposante. Vous pouvez, si vous le souhaitez, formuler une intention pour la journée de demain. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Il faut que je devienne quelque chose, disait l'aîné de 5 frères. Je veux être utile en ce monde. Si humble que soit mon métier, si ce que je fais sert à mes semblables, je serai quelque chose. Je veux me faire briquetier. On ne saurait se passer de briques. Je pourrais dire que je suis bon à quelque chose. Oui, dit le second, mais l'ambition est trop basse. Qu'est-ce que c'est que faire des briques? Moi, je préfère être maçon. Voilà du moins une véritable profession. On devient maître et bourgeois de la ville. On a sa bannière et l'entrée à l'auberge de la corporation. Et je finirai par avoir des compagnons sous mes ordres, et ma femme sera appelée Madame la maîtresse. C'est n'être rien du tout, dit le troisième, que d'être maçon. Tu auras beau devenir maître, tu ne sortiras pas du peuple et du commun. Moi, je connais quelque chose de mieux. Je deviendrai architecte. Je vivrai par l'intelligence, par la pensée. L'art sera mon domaine. Je serai au premier rang dans le royaume de l'esprit. Il est vrai qu'il me faudra commencer péniblement. Je serai d'abord apprenti menuisier, je porterai la casquette et non le chapeau de soie noire. Je suivrai mon chemin, j'entrerai à l'Académie des Beaux-Arts et j'apprendrai à dessiner. Et me voilà architecte. Quand on m'écrira
On mettra sur l'adresse « Monsieur un tel bien né » ou peut-être même « très bien né ». Il n'est pas impossible que l'on ajoute quelque chose à mon nom. Et je construirai aussi bien que les autres ont construit avant moi. Et je bâtirai ainsi ma fortune. C'est ce que j'appelle être quelque chose. Ce que tu prends pour quelque chose, répartit le quatrième frère, me paraît bien peu et presque rien. Moi, je ne veux pas suivre le chemin battu par les autres. Je ne veux pas être un copiste. Je serai un génie original et créateur. J'inventerai un nouveau style d'architecture. Je dresserai le plan des édifices selon le climat du pays, les matériaux qu'on y trouve, l'esprit national et le degré de civilisation. À tous les étages qu'on a coutume d'élever, j'ajouterai un dernier étage auquel je donnerai mon nom et qui éternisera ma renommée. Si ton climat et tes matériaux ne valent rien, tu ne feras rien qui vaille, reprit le cinquième. Je vois bien, d'après tout ce que je viens d'entendre, qu'aucun de vous ne sera vraiment quelque chose, quoi que vous vous imaginiez. Pour être quelque chose, il faut se mettre au-dessus de toute chose. Faites à votre guise, travaillez selon vos aptitudes et vos goûts. Moi, je raisonnerai sur ce que vous ferez. Je le jugerai et le critiquerai. Il n'est rien dans ce monde qui n'offre un côté imparfait ou défectueux. Je le découvrirai, je le signalerai et j'en parlerai comme il faut. C'est en effet ce qu'il fit, et non sans succès. On disait de lui, ce garçon est une forte tête, un homme entendu et capable, et cependant il ne produit rien. C'était justement parce qu'il ne produisait rien qu'on le croyait quelque chose. L'aîné, qui confectionnait des briques, remarqua bientôt que pour chaque brique, il recevait une pièce de monnaie de cuivre, et quand il y en avait une certaine quantité, cela faisait un écu blanc. Or, quand on arrive avec un écu n'importe où, chez le boulanger, le boucher, etc., la porte s'ouvre toute seule, et vous n'avez qu'à demander ce que vous désirez. Voilà ce que produisent les briques. Il en est qui se fendent, qui se cassent, mais de celles-là même on peut tirer parti. Marguerite la pauvresse voulait se bâtir une maisonnette sur la digue qui arrête les flots de la mer. Elle reçut du briquetier les briques manquées et malvenues, auxquelles quelques-unes belles et entières étaient mêlées. Car l'aîné des 5 frères, quoiqu'il ne s'élevât jamais plus haut que la fabrication des briques, avait bon cœur. La pauvresse construisit elle-même sa maisonnette, qui fut basse et étroite. Cette hutte était du moins un abri, et quelle vue on y avait. On voyait la mer immense, dont les vagues venaient se briser avec fracas contre la digue et lancer leur écume salée par-dessus la maisonnette. Depuis longtemps, le brave homme qui en avait confectionné les briques reposait dans le sein de la terre. Le second frère savait certes mieux maçonner que la pauvre Marguerite, car il avait appris comment il faut s'y prendre. Lorsqu'il eut passé son examen pour devenir compagnon, il boucla sa valise et entonna le chant de l'artisan. Il lui arriva en effet ce que dit la chanson. À son retour, il fut reçu maître. Il construisit plusieurs maisons, l'une suivant l'autre, et elles formèrent une rue
qui n'était pas une des moins belles de la ville. Ces maisons finirent par lui en bâtir une à lui-même. Les bonnes gens du quartier te diront: oui, vraiment, c'est la rue qui lui a construit sa maison. Ce n'était pas une grande maison. Elle était dallée d'argile, mais lorsqu'on y eut bien dansé à sa noce, l'argile fut aussi polie et luisante qu'un parquet. Les murs étaient revêtus de carreaux de faïence dont chacun portait une fleur, et cela ornait mieux la chambre que la plus riche draperie. C'était en somme une jolie maison et un couple heureux. Au fronton flottait la bannière de la corporation. Compagnons et apprentis, en passant devant, criaient « Hurrah pour notre bon maître !» Oui, il était devenu quelque chose. Le troisième frère, après avoir été apprenti menuisier, après avoir porté la casquette et fait les commissions des compagnons, était entré, comme il l'avait dit, à l'Académie des Beaux-Arts. Il avait obtenu le brevet d'architecte. Dès ce moment, quand on lui écrivait, on mettait sur l'adresse « à monsieur le très bien et très hautement né, etc. » Si la rue que le maçon avait bâtie lui avait rapporté une maison, cette rue reçut le nom du troisième frère, et la plus belle maison de cette rue lui appartint. C'était être quelque chose à coup sûr que d'avoir de beaux titres à placer devant et après son nom. Sa femme était une dame de qualité, et ses enfants étaient considérés comme des enfants de la haute classe. Quand il mourut, son nom continua d'être inscrit au coin de la rue et d'être prononcé par tous. Oui, celui-ci avait été quelque chose. Le quatrième frère, l'homme de génie qui prétendait créer un style nouveau et original et orner les édifices d'un dernier étage qui devait l'immortaliser, n'atteignit pas tout à fait son but. En faisant construire cet étage de nouvelle forme, il tomba et se rompit le cou. Mais on lui fit un magnifique enterrement avec musique et bannière. Les rues où passa son cercueil furent jonchées de fleurs et de joncs. On prononça sur sa tombe 3 oraisons funèbres, l'une plus longue que l'autre, et la Gazette s'encadra de noir ce jour-là. Il eût apprécié hautement ses avantages s'il avait pu en être témoin, car il aimait par-dessus tout qu'on parlât de lui. Il eut son monument funéraire, et c'était toujours quelque chose. Il était donc mort, et ses 3 frères aînés étaient aussi trépassés. Il ne survivait que le 5e, le grand raisonneur. En ceci, il était dans son rôle, car son affaire à lui était d'avoir toujours le dernier mot. Il s'était acquis, comme nous l'avons dit, la réputation d'un homme entendu et capable, quoiqu'il n'eût fait que gloser sur les ouvrages des autres. C'est une bonne tête, disait-on communément. Celui-ci était-il devenu quelque chose? Son heure sonna aussi, il mourut et arriva à la porte du ciel. Là, on entre toujours 2 à 2. Il avait à côté de lui une autre âme qui demandait aussi à passer la porte. C'était justement Marguerite, la pauvresse de la maison de la digue. C'est assurément un contraste frappant, dit le raisonneur, que moi et cette âme misérable nous nous présentions ensemble. Qui êtes-vous, brave femme, qui voulez entrer au paradis? La bonne vieille
pensait que c'était Saint-Pierre qui lui parlait. « Je ne suis qu'une pauvresse, dit-elle, seule et sans famille. C'est moi qu'on nommait la vieille Marguerite de la maison de la digue. Qu'avez-vous donc fait de bon et d'utile pendant votre vie sur la terre? Je n'ai rien fait pour mériter qu'on m'ouvre cette porte. Ce sera une bien grande grâce si l'on me permet de me glisser inaperçu dans le paradis. Comment avez-vous donc quitté l'autre monde? Reprit-il pour causer et se distraire un peu, car il s'ennuyait beaucoup qu'on le fît ainsi attendre. Comment je suis sorti de l'autre monde, je n'en sais trop rien. Pendant mes dernières années, j'ai été malade et bien misérable. Tout à coup, je me suis traîné hors de mon lit et j'ai été saisi par un froid glacial. C'est ce qui m'aura fait mourir. Votre grandeur se rappelle sans doute combien l'hiver a été rigoureux. Heureusement que je n'ai plus à en souffrir. Pendant quelques jours, il n'y eut pas de vent, mais le froid continuait de plus belle. Aussi loin qu'on pouvait voir, la mer était couverte d'une couche de glace. Tous les gens de la ville allèrent se promener sur ce miroir uni. Les uns couraient un traîneau, les autres dansaient sous la tente. D'autres se régalaient dans les buvettes qui étaient installées. De ma pauvre chambrette où j'étais cloué, j'entendais les sons de la musique et les cris de joie. Cela dura ainsi jusqu'au soir. La lune s'était levée. Elle était belle. Pourtant, elle n'avait point tout son éclat. De mon lit, je regardais par-dessus la mer immense. Tout à coup, là où elle touchait le ciel, surgit un nuage blanc d'un aspect particulier. Je le considérai avec attention et j'y aperçus un point noir qui grandit de plus en plus. Je sus alors ce que cela annonçait. Je suis vieille et j'ai de l'expérience. Bien qu'on voie rarement ce signe de malheur, je le connaissais et le frisson me prit. 2 fois déjà dans ma vie je l'avais vu. Je savais que ce nuage amènerait une tempête épouvantable et une haute marée qui engloutirait tous ces pauvres gens ne pensant qu'à se divertir, chantant et buvant, et pleins d'allégresse. Jeunes et vieux, toute la ville était là sur la glace. Qui les avertirait? Quelqu'un remarquerait-il comme moi l'affreux nuage et comprendrait-il ce qu'il présageait? Je me demandais cela avec angoisse, et je me sentis plus de vie et de force que je n'en avais su depuis bien longtemps. Je parvins à sortir de mon lit et à gagner la fenêtre. Je ne pus me traîner plus loin. Je réussis cependant à ouvrir la fenêtre. Je vis tout ce monde courir et sauter sur la glace. Les jeunes garçons criaient « Hurrah !» Servantes et domestiques dansaient en rond et chantaient. Ils s'amusaient de tout cœur. Mais il y avait ce nuage blanc avec le point noir. Je criai tant que je pus, personne ne m'entendit. J'étais trop loin d'eux. Bientôt, la tourmente allait éclater. La glace soulevée par la mer se briserait, et tous seraient perdus. Personne ne pourrait les secourir. Je criais encore de toutes mes forces. Ma voix ne fut pas plus entendue que la première fois. Impossible d'aller à eux, comment donc les ramener à terre?
Le bon Dieu m'inspira alors l'idée de mettre le feu à mon lit et d'incendier ma maison plutôt que de laisser périr misérablement tous ces pauvres gens. J'exécutai aussitôt ce dessein. Les flammes rouges commencèrent à s'élever. C'était comme un phare que je leur allumai. Je franchis la porte, mais je restai là par terre. Mes forces étaient épuisées. Le feu sortait par le toit, par les fenêtres, par la porte. Des langues de flammes venaient jusqu'à moi comme pour me lécher. La population qui était sur la glace aperçut la clarté. Tous accoururent pour sauver une pauvre créature qui, pensait-il, allait être brûlée vivante. Il n'y en eut pas un qui ne se précipita vers la digue. Puis la marée monta, souleva la glace et la brisa en 1000 morceaux. Mais il n'y avait plus personne. Tout le monde était accouru vers la digue. Je les avais tous sauvés. La frayeur, l'effort que je dus faire, le froid glacial qui me saisit, achevèrent ma triste existence. Et c'est ainsi que me voilà arrivé à la porte du ciel. La porte du paradis s'ouvrit et un ange y introduisit la pauvre vieille. Elle laissa tomber un brin de paille, un de ceux qui étaient dans son lit lorsqu'elle y mit le feu. Cette paille se changea en or pur, grandit en un moment, poussa des branches, des feuilles et des fleurs, et fut comme un arbre d'or splendide. Tu vois, dit l'ange au raisonneur, ce que la pauvresse a apporté. Et toi, qu'apportes-tu? Rien, je le sais. Tu n'as rien produit en toute ta vie. Tu n'as même pas façonné une brique. Si encore tu pouvais retourner sur terre pour en confectionner une seule, elle serait sûrement mal faite. Mais ce serait du moins une preuve de bonne volonté. Et la bonne volonté, c'est quelque chose. La vieille petite mère de la maison de la digue prit la parole. « Je le reconnais, dit-elle. C'est son frère qui m'a donné les briques et les débris de briques avec lesquels j'ai bâti ma maisonnette. Quel bienfait ce fut pour moi la pauvresse! Est-ce que tous ces morceaux de briques ne pourraient pas tenir lieu de la brique qu'il aurait à fournir? Ce serait un acte de grâce. » Tu le vois, reprit l'ange, le plus humble de tes frères, celui que tu estimais moins encore que les autres, et dont l'honnête métier te paraissait si méprisable, c'est lui qui pourra te faire entrer au paradis. Tout ce qu'il dit là, pensa en lui-même le raisonneur, aurait pu être exprimé avec plus d'éloquence. Mais il garda sa remarque pour lui seul. Bonne nuit. Bonne nuit.